Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, accident mortel de la circulation. 18 Burkinabés ont été arrachés à la vie hier en terre ivoirienne. Le port du masque sera une condition sine qua non pour accéder aux salles de classe à partir de ce 20 octobre. Ce sont là des informations émanantes du Conseil des ministres d'hier. Apprendre par la voix des ondes, le ministère en charge de l'éducation valide le projet radio-télévision éducative. Bientôt, tous les élèves sur l'ensemble du territoire pourront en bénéficier. Au Mali, le nouveau gouvernement connu depuis 72 heures ne fait pas l'unanimité. Mais que reprochent les Maliens à leur tout nouveau dirigeant? Vous les entendrez dans ce 13 heures. Mais avant, nous ouvrons ce journal avec les résultats des travaux de la commission ad hoc. 14 potentiels candidats pour la présidentielle de novembre prochain. Après 48 heures à vérifier la conformité des 23 dossiers des prétendants à COSIAM, la Commission électorale nationale indépendante a dévoilé la liste provisoire des postulants. Les détails avec Mami Driana Kamabou. 23 au départ, ils ne sont plus que 14 potentiels candidats pour la présidentielle du 22 novembre prochain. La commission ad hoc de validation des candidatures de la CENI a rendu public le résultat de ces travaux. On a arrêté 14. Et ce que je dois dire à l'étape actuelle, c'est que pour une première, cette fonction a été donnée à la CENI de recevoir les candidatures et de les valider dans un premier temps. Et maintenant, le contentieux est géré par le Conseil constitutionnel. Je pense que nous sommes très heureux d'avoir pu accomplir cette tâche-là. Et si vous aviez pu participer, vous auriez vu que pour la première fois, un candidat vient devant la commission et son dossier lui est décortiqué. Et évidemment de façon démocratique, sans violer la loi. Sont donc toujours en course pour la présidentielle Tahirou Barry, Zéphirin Diapré, Ambroise Farama, Rochma Christian Kaboré, Monique Yelikam, Aruna Kindo, Edi Komboyigo, Ablassé Ouetraogo, Gilbert Noël Ouetraogo, Kadre Désiré Ouetraogo, Do Pascal Sessouma, Abdoulaye Soma, Claude Aimé Tassambedo et Yacouba Isaac Zida. Je dois dire que cela nous réjouit, mais on peut aussi dire que c'est sans grand étonnement quand on sait tout le soin qui a été mis dans la confection de ce dossier de candidature et à bonne date, et quand on sait aussi toute la mobilisation qui l'a accompagné. L'essentiel, c'est de dire que nous constatons que notre candidature a été acceptée avec plus de 128 parrainages, parce que si on remet les 10 parrains qui ont été écartés, ça revient à 138. C'est une satisfaction. C'est une étape importante que nous venons de franchir ce soir. Il nous reste que le parcours va être long, mais nous sommes là. Absence de quittance de versement de la caution de 25 millions, défaut de parrainage et non-respect de l'âge requis, voilà entre autres les raisons qui ont justifié la disqualification de 9 autres candidats. Ce n'est pas qu'on n'a pas eu effectivement les 25 millions, mais on n'a pas eu la chance effectivement de les déposer au Trésor public. Nous sommes en train de voir, nous allons aller vers la Cour constitutionnelle et on verra, Inch'Allah. Dans mon cas précis, vous allez remarquer qu'à partir de l'âge déjà, ils ont déjà bloqué le dossier. Et comment ? Je pense que c'est des lois vraiment liberticides qu'il faut totalement changer. Dans un pays de plus de 75% de jeunes qui n'ont pas 35 ans, c'est inadmissible que l'on élise un président sans permettre à ces jeunes-là de se faire représenter. Après l'étape de la CENI, les 14 dossiers retenus seront passés au peigne fin par le Conseil constitutionnel. Et puis, cette triste nouvelle, le Conseil des ministres d'hier a annoncé 18 Burkinabés morts et 3 blessés dans un accident de la route à l'entrée de Bouaké, c'est en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, rassure sur l'implication active de l'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire afin de porter rapidement secours aux victimes. Maxime Jean-Eudes de Bambara. 18 Burkinabés ont perdu la vie dans un accident de circulation intervenu ce mercredi 7 octobre
à l'entrée de Bouaké en Côte d'Ivoire, a annoncé le ministre en charge de la communication à l'issue du Conseil des ministres. 3 blessés graves ont également été enregistrés suite à cet accident. Il s'agit d'un câble de transport qui aurait dans un dépassement défectueux et donc se serait renversé. Il y a parmi les blessés 3 blessés graves. Notre consul à Bouaké et l'ambassadeur sont mobilisés pour prendre en charge cette question-là. Et donc il y a également des informations complémentaires qui vont vous être annoncées au fur et à mesure par le ministère en charge des Burkinabés de l'extérieur. Le gouvernement donc voudrait présenter ses condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie dans cet accident et souhaiter un prompt rétablissement aux personnes blessées. Sur la question du respect des mesures barrières par les élèves qui fait polémique en cette rentrée scolaire, Rémi Fulgence Dandjinou rassure, la totalité des masques commandés ont été réalisés. Et à partir du 20 octobre prochain, le port du masque sera la condition pour avoir accès aux salles de classe. On a fait le point donc notamment sur les questions liées à la pandémie de la Covid-19 et il ressort aujourd'hui que à la date du 28 septembre, la totalité des masques prévus donc ont été réalisés et que normalement tous les élèves devraient en bénéficier. C'est pour cela que à partir du 20 octobre 2020, les élèves qui se présenteront sans masque dans l'établissement scolaire on leur demandera de retourner à la maison chercher les masques afin donc de rentrer en classe. 2397 écoles primaires et établissements postprimaires et secondaires sont fermés à la date du 30 septembre dernier en raison de la situation sécuritaire. Par ailleurs, plus de 200 écoles fermées ont réouvert en mars, selon le ministre porte-parole du gouvernement. En mars 2020, un certain nombre d'écoles qui ont réouvert, à peu près plus de 200, mais ça reste quand même important et il faut travailler justement à assurer une sécurisation effective pour apporter donc des réponses à cette question. Il a également fait le point de la mise en œuvre des manuels éducatifs. Aujourd'hui, en ce qui concerne le post-primaire, le secondaire en établissement public, la couverture selon le ratio de distribution est à 93,23%. Par contre, au niveau du privé, nous avons un taux qui est beaucoup plus faible. Il s'agit donc de 15,45% et le ministère travaille à réguler ces éléments-là. À ce Conseil des ministres, le gouvernement a également décidé de la création d'une agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales en lieu et place du Fonds permanent du développement des collectivités territoriales désormais dissous. La création de cette agence vient, selon le ministre, corriger les insuffisances constatées dans la mise en œuvre et le fonctionnement du fonds créé en 2008. Zignaré dans le collimateur du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire. Laurence Ilboudo a pris connaissance mardi dernier des difficultés rencontrées par les personnes handicapées de la région du Plateau central. Un échange qui s'inscrit dans la dynamique de la 2e édition du Forum des personnes handicapées. Sanata Siri. La ministre en charge de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire face aux personnes vivant avec un handicap au Plateau central. Cette rencontre qui se tient en prélude à leur forum national se veut un cadre d'échange sur les préoccupations spécifiques de cette couche vulnérable. Il s'est agi au cours de ce forum régional de faire l'état de la mise en œuvre des engagements du Forum national 2018 et de répertorier les difficultés majeures des handicapés de la région du Plateau central. Nous avons pu octroyer plus de moins de 6 000, à peu près 5 800 cartes, 5 800 projets. Pour les handicapés, c'était 200 000 francs par projet. Nous avons pu faire des formations, nous avons pu aussi les doter en équipement, mais cela reste insuffisant. Depuis 2018, la fonction publique est ouverte aux personnes handicapées, mais nous n'avons pas assez de diplômés pour postuler, d'où la nécessité de travailler sur la scolarisation et puis leur dire que le MENA aujourd'hui a créé une direction, l'éducation inclusive, qui prend en compte le handicap dans les curricula scolaires. Au cours de cette rencontre, les personnes en situation de handicap au Plateau central ont soumis à leur ministre des tutelles 4 doléances qu'ils jugent prioritaires et ce sont, entre autres, la mise en place d'un rame d'accès. Parce que présentement dans les services, il y a des rames d'accès, mais c'est toujours difficile d'avoir l'accès même à la salle. C'est pas bien construit. La dotation des matériels spécifiques
de mobilité. Par exemple, les cannes blanches, donc les aveugles se servent de ça pour marcher. L'octroi de 200 AGR par province au profit des personnes en situation d'handicap. D'ici le forum prochain. Des doléances pragmatiques, mais qui ne sont pas adaptées, selon la ministre Marie-Laurence Iliboudo. Nous avons travaillé ensemble pour adapter ces doléances et pouvoir mieux impacter. Donc il était important que la vision du gouvernement soit appropriée par les acteurs parce que des fois on leur donne des instruments, on leur donne des outils, mais ils ne savent pas l'utiliser. C'est pour ça d'ailleurs, moi en tant que ministre en charge de cette thématique, j'ai voulu personnellement faire ces forums pour faire comprendre aux personnes vivant avec handicap qu'elles doivent elles-mêmes participer à leur promotion et à la protection, en plus des lois et des politiques mises en place par le chef de l'État pour parvenir à leur autonomisation au Burkina Faso. Sur le plan national, le plateau central reste la 3e région qui enregistre le plus grand nombre de personnes vivant avec un handicap. Les différentes préoccupations de ces personnes seront présentées lors du dialogue direct avec le président du Faso, prévu le 27 octobre 2020 à Ouagadougou. Une démarche inclusive qui se veut salutaire, tout comme l'éducation de qualité pour tous. Le ministère en charge de ce volet a révisé et validé le projet radio-télévision éducative hier lors d'un atelier, une initiative qui met au premier rang la radiodiffusion, la télévision et le numérique. Très prochainement, tous les élèves du Burkina pourront bénéficier et renforcer leurs connaissances grâce aux programmes qui y seront diffusés. Mami Driana Kamabou. D'ici à 2021, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales aura à sa disposition des médias éducatifs. Une radio, une télévision et du numérique éducatif en abrégé RTE sont là des outils qui seront mis à la disposition de tous les élèves du Burkina Faso. Le présent atelier a pour objectif de valider le référentiel de création et de fonctionnement de ces médias qui seront une alternative pour les enfants déscolarisés des zones à fort défi sécuritaire. C'est un outil qui va permettre aux autres élèves qui sont dans des situations favorables d'activité pédagogique d'avoir des ressources numériques en ligne, d'avoir donc une télévision, une radio qu'ils pourraient donc suivre ou écouter afin de pouvoir réviser et adapter leurs connaissances en lien avec ce qui a été fait à la maison. Ce projet, qui vise également à contribuer à la formation continue et permanente des enseignants, à informer et à distraire les enfants scolarisés et non scolarisés, ne vient pas remplacer les enseignants, selon le ministre de l'Éducation nationale. Les programmes seront diffusés dans toutes les langues nationales et cela sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas pour remplacer l'enseignant, ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas évaluer les élèves à travers cela. Mais c'est vraiment, ça va contribuer effectivement, comme ça a été le cas lors donc, de la crise sanitaire, à maintenir les élèves dans les liens de l'éducation en attendant que les conditions de leur présence physique soient créées pour qu'ils puissent reprendre leurs activités. Ce projet, qui a été validé ce 7 octobre, a été conçu par 5 experts en télécommunications. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Et nous restons dans le domaine de l'éducation. L'Institut de recherche sur les finances, les investissements au service du développement a initié ce mardi une journée d'études sur l'universalité du vote au profit des étudiants de l'École nationale de l'administration et de la magistrature. L'objectif est de faire comprendre aux étudiants le caractère universel du vote et les exhorter à réfléchir sur cette question d'intérêt général, surtout en cette période électorale. Sanata Siri. En août 2020, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle loi portant modification du code électoral. Une révision qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion publique et politique. Cette nouvelle loi remet en cause, selon certains, la règle de suffrage universel des élections. Et c'est en vue de donner une lecture juridique et éclairer la lanterne des étudiants de l'École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM sur la question que l'Institut de recherche sur les finances, les investissements au service du développement a initié cette journée d'études sur l'universalité des votes. Puisque vous savez qu'avec l'insécurité, on a beaucoup de Burkinabés qui se sont déplacés dans des zones plus sécures pour elles pour mener leurs activités. Donc, il y a eu des débats, des candidatures qui ont été déposées. Donc c'était bien qu'avec les étudiants, on essaye aussi de leur dire que ce n'est pas des questions nouvelles, c'est des questions qui sont bien connues en droit. Quand vous prenez la question du suffrage universel,
donc l'universalité, le vote, est-ce que tout le monde doit voter ou pas? Il y a eu une évolution. Et donc ça continue, on est en République, tout le monde doit voter, mais comment on doit pouvoir voter? Donc c'était bien que nous, on explique ça aussi aux étudiants pour que les gens comprennent que l'universalité du vote, c'est un idéal, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit voter. Plusieurs thèmes seront donc à développer au cours de cette journée d'études. Des thèmes sur les conditions de participation et d'organisation des élections qui vont permettre à ces étudiants de l'ENAM de comprendre le concept de l'universalité des votes. L'universalité du vote suppose que tous les Burkinabés en âge de voter puissent le faire. Et il s'est trouvé alors que les députés étaient face à un dilemme. Respecter le principe de l'universalité du vote ou le principe de l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Face à ce dilemme, les députés, qui on doit dire portent la voix du peuple burkinabé, après un large consensus, a choisi, on va dire, d'écorcher le principe de l'universalité du vote au profit du principe de la tenue régulière des élections, en optant alors pour réduire le corps électoral, c'est-à-dire ceux qui sont dans les zones sécuritaires, pour lesquels il est impossible de les faire voter, qu'on les exclue momentanément, afin de permettre à la majorité du corps électoral de s'exprimer. À l'issue de cette rencontre, les étudiants disposeront de clés de lecture sur la question de l'universalité du vote, à même de leur permettre d'éclairer à leur tour leur entourage sur ces décisions politiques. Notons que la plupart des participants à cette journée d'études sont des doctorants à l'ENAM. Toujours dans la logique d'apprendre et de mieux comprendre, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP a réuni les associations de consommateurs pour un renforcement de capacité sur l'environnement des télécommunications électroniques. Un atelier de 72 heures au cours duquel les participants s'en sont allés avec de solides connaissances liées à ce monde virtuel. Fatimata Nikiema était ce lundi à Koudougou pour la cérémonie d'ouverture. Voici son reportage. Ces représentants des associations de consommateurs participent à un atelier de renforcement de capacité sur l'environnement des communications électroniques. Cet atelier de formation et de sensibilisation sera matérialisé par des communications sur l'aspect juridique, économique et institutionnel des communications électroniques. Il devra à terme permettre aux participants d'acquérir des connaissances sur les aptitudes et compétences liées à cette communication électronique. De façon spécifique, à travers la rencontre de Koudougou, il s'agira de vous informer sur les missions et sur les prérogatives des acteurs de l'écosystème des communications électroniques et en particulier de l'ARCEP et de créer des cadres d'échange et d'interactivité avec l'ARCEP et avec les opérateurs. Les consommateurs, eux, entendent trouver des réponses à leurs préoccupations pendant ces 3 jours d'échange. Pour le président de la Ligue des consommateurs du Burkina, cet atelier représente donc un grand pas vers la résolution des différends qui existent entre consommateurs de téléphonie mobile au Burkina Faso. Nous attendons de cet atelier que des clarifications soient apportées par rapport donc au fonctionnement de ces opérateurs de téléphonie mobile, parce que quelque part ces opérateurs, nous ignorons au grand maximum, j'allais dire, comment est-ce que ces opérateurs travaillent. Et nous avons l'impression, pour nous consommateurs, que nous sommes ignorés de ces acteurs, quand bien même nous sommes les éléments principaux de leur raison d'être au niveau du Burkina. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP est chargée de la régulation des marchés de communications électroniques et des postes. Afin de mieux jouer son rôle, elle a déjà organisé des ateliers d'information et d'échange à l'endroit des magistrats, des hommes de médias et des élus locaux. Des travaux qui ont été soldés par des résultats satisfaisants selon le premier responsable de l'institution. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est connu. L'Association pour la promotion des initiatives locales de développement partage cette vision. La tenue de sa 2e édition sur la journée de la solidarité en est la preuve. Placée sous le thème de la cohésion sociale et de l'unité d'action, cette journée de solidarité a permis à l'association de tendre la main aux fils et filles de l'Obritenga dans le besoin. Serge Bado avec la voix de Saoudata Zono. Promouvoir la cohésion sociale, la solidarité et la paix entre les populations, cultiver l'amour du prochain et la paix entre les jeunes en milieu rural,
Tels sont entre autres les objectifs de la journée de la solidarité. Cohésion sociale et unité d'action des fils et des filles de l'Oubri-Tenga pour un développement durable et harmonieux. C'est sous ce thème qu'a été placée cette deuxième édition. Un thème qui, selon le promoteur, se veut une interpellation des fils et des filles de l'Oubri-Tenga à l'unité sacrée. Ce thème a été choisi pour interpeller les gens, pour qu'ensemble, on puisse rester soudés, on puisse voir dans la même direction pour pouvoir soutenir le développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de développement. C'est une journée pour interpeller toutes les fils et filles de l'Oubri-Tenga pour participer à la solidarité. Vous voyez, tout de suite, on a essayé de programmer la prise en charge des élèves en leur donnant des fournitures, en donnant aux élèves du secondaire des vélos. Voilà. On a aussi pris en charge les jeunes, les femmes, en les équipant en motopompes, en les équipant des pulvérisateurs et d'autres petits matériels pour le maraîchage. Cette deuxième édition a été l'occasion pour l'Association pour la promotion des initiatives locales de développement de venir en aide aux personnes nécessiteuses. Des kits scolaires et d'autres présents ont été distribués à ces personnes. Nous sommes très contents de ce que Paul Sawadgo fait à travers son association pour aider la population de notre village. Parmi les bénéficiaires, on a les personnes démunies, des élèves, des vieilles personnes. Cette année, ça a été vraiment difficile pour la population de ce village. Nous souhaitons que d'autres personnes emboîtent ces pas. Nous sommes vraiment très contents et nous le disons merci encore aux donateurs et ses accompagnateurs. Le président de l'Association pour la promotion des initiatives locales de développement a profité de cette occasion pour interpeller les populations à être des acteurs de la paix à travers leur comportement au quotidien. Aux différents acteurs politiques, il a lancé un appel pour une campagne électorale apaisée, responsable et civique. Moteur demandé, Saturne, l'Institut supérieur de l'image et du son ISIS, par la présence du ministre Abdoul Karim Sango, a donné le top départ pour la réalisation de films académiques par ses étudiants. Les autorités présentes ce lundi à la cérémonie ont fait la promesse de booster le 7e art au Burkina. Abdoul Rahim Nienye. La 2020 ISIS Action. Et c'est parti pour le CLAP 2020 de l'Institut supérieur de l'image et du son ISIS. Durant 2 mois, 18 étudiants de cette école vont produire 21 films, dont 17 fictions. La réalisation de ces films académiques entre dans le cadre de la formation de ces jeunes réalisateurs. Et le patron du département de la culture et des arts se félicite de cette formation qui, selon lui, permettra au Burkina Faso d'occuper une bonne place dans le cinéma africain. La jeunesse que nous avons vue aujourd'hui, formée et bien formée, est un signe que le cinéma burkinabé, le cinéma africain a de l'avenir. Si nous voulons construire un monde véritablement de paix, il faut que, évidemment, par le cinéma, nous éduquons de plus en plus notre jeunesse. Et je pense que sur ces lieux, il va être important pour les années à venir d'ériger des bâtiments plus majestueux pour la formation de nos jeunes dans le domaine du cinéma. C'est ce qui va faire véritablement du Burkina le vrai leader dans ce domaine. Selon le directeur général de l'Institut, la formation de ces jeunes cinéastes permettra au Burkina Faso de se faire remarquer à l'édition 2021 du FESPACO. Pour lui, l'Institut a déjà fait ses preuves dans la formation des réalisateurs et entend toujours renforcer l'offre de formation au profit du cinéma africain. ISIS est admis comme full member du Centre international de liaison des écoles de cinéma et de télévision, le CILET, qui est la plus grande plateforme réseau au monde pour les écoles de formation. Nous allons bénéficier vraiment de tous les formats d'enseignement en termes de capacité de renforcement pour nos enseignants, pour les étudiants, pour les acteurs du cinéma et de l'audiovisuel burkinabé et de la sous-région à travers cette plateforme-là. Du reste,
À travers ISIS, c'est le FESPACO qui aura le bénéfice pour son édition 2021 d'une expertise qui viendra soutenir parce que le SILET est en lien avec le Festival de Cannes, le plus grand festival du monde. Au cours de cette cérémonie de lancement de réalisation des films académiques, la République populaire de Chine et le Cuba ont affirmé leur détermination à soutenir le Burkina Faso dans le domaine du 7e art. Notons que l'Institut supérieur de l'image et du son, ISIS, a été fondé en 2006 et a déjà formé plus de 200 étudiants de 21 nationalités. Le sport roi a régné au quartier Tampuy de Ouagadougou. La finale du tournoi Maracana Tampuy Foot a mis aux prises samedi dernier Gala FC et Éclair, une compétition qui s'est soldée par la victoire de Gala FC. Pour cette première édition placée sous le signe de l'unité et de l'engagement des jeunes pour un Burkina de paix, le promoteur dit être satisfait. Ami Valiant et Yacinthe Savadogo pour le reportage. Débuté en août dernier avec 84 équipes au départ, 72 équipes étaient présentes en cette compétition. Vêtu de tout en blanc, Gala FC entre bien dans le match. À la seule véritable occasion, c'est l'ouverture de la marque. Un seul but qui va permettre à cette équipe d'être championne. Objectif atteint pour le promoteur qui apprécie l'engouement. Oui, pour une première édition, je peux dire que ça a été vraiment une satisfaction pour nous. Et pour l'ensemble du comité d'organisation, ça a été vraiment une grande satisfaction. Okay. Et on espère que la prochaine édition, on fera mieux que ça. Et je tiens également ici à remercier les différents promoteurs qui ont eu à nous soutenir ce tournoi Tampuy Foot. Au parrain de cette édition, de féliciter les organisateurs pour les efforts consentis. Pour lui, rassembler la jeunesse autour du ballon est une manière de rappeler à cette jeunesse qu'elle doit prendre le vivre ensemble comme un maillon de développement. Sangla, c'est un jeune qui se bat pour la cause de la jeunesse. Donc je pense que c'était de notre devoir d'être à ses côtés pour cette initiative aussi noble. La satisfaction, c'est que nous avons prôné le fair play et les joueurs nous ont écoutés. Sur le terrain, on a vu que réellement, c'est un jeu. Il n'y avait pas trop de, entre guillemets, de tiraillement. Donc c'est ce que nous avons prôné, vu le thème du jour. Voilà. Donc nous avons fait de telle en sorte, les patrons et les autres coparrains, on a fait de telle sorte que toutes les équipes aujourd'hui qui seront primées repartent avec le même montant parce que nous on estime que c'est la jeunesse qui gagne ce soir. Rappelons que pour cette première édition de Tampuy Foot, la meilleure équipe qui est Gala FC est répartie avec un trophée, des médailles, des jeux de maillot et une enveloppe financière. Les 3 autres meilleurs ont été récompensés également. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 2e édition. À l'international au Mali, le gouvernement de transition est enfin connu depuis lundi. Constitué de 25 membres, dont 4 militaires, ce gouvernement aura-t-il l'approbation du peuple? Écoutez quelques Maliens au micro de notre correspondant Bourema Soulou. Bon, d'abord, la première remarque pour moi, c'est que je trouve qu'il y a moins de représentants du M5 dans le gouvernement. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que tout cela est venu suite au mouvement que le M5 a initié depuis 3 mois. Donc pour moi, tout gouvernement qui doit être mis sur place pour diriger cette transition doit faire la part belle au M5. Et là, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est mon premier constat. On peut dire que c'est un gouvernement d'émission. Et on peut aussi remarquer que c'est un gouvernement de jeunes parce qu'il y a des jeunes. Et j'ai constaté aussi que c'est un gouvernement qui a touché à beaucoup de couches, sinon à beaucoup d'identités, que ce soit nos frères du Nord, que ce soit les organisations politiques, les associations, les religieux. Je pense qu'il y a tous ces membres-là qui sont un peu dans ce gouvernement. Et puis ce qui m'a beaucoup plu, le gouvernement a été limité. C'est le nombre de 25 vraiment, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends le Mali n'est pas un pays
qui a besoin au moins du gouvernement d'une trentaine ou je sais pas. Moi je pense qu'un gouvernement déjà c'est grand chose. C'est ce que nous voulons tous, qu'il y ait un gouvernement de transition en place et c'est chose qui a été faite. Donc je pense que c'était un défi et ce défi a été relevé. Maintenant mon constat est que ce gouvernement est constitué des forces vives de la nation, à savoir les mouvements du 5 juin, M5RFP est représenté, la CEMA, coordination des mouvements de l'Azawad est représentée, ainsi que les groupes armés, etc. et les autres, les militaires et civils, ils sont tous représentés en quelque sorte. On constate en tout cas quand même que voilà, il y a l'irrégularité des genres, 5 femmes, je pense que c'est insuffisant. Et ça c'est la forme. Et le fond aussi, je pense que ce gouvernement est constitué des hommes et des femmes qui sont vraiment intègres et qui sauront relever les défis majeurs auxquels le Mali est confronté. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette magnifique image. Une photo prise dans la commune rurale de Tchériba, localité située dans la région de la boucle du Moun. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne suite de programmes sur 3TV, la télévision interactive.